Opportunité de vous brosser le paysage de l'usage des systèmes d'intelligence artificielle dans le domaine de la santé. Étant à Lyon à l'heure actuelle, je me désole de ne pas être parmi vous et dans cette présentation, je vous propose de couvrir les champs suivants. Premier élément, la philosophie du droit européen. Deuxième élément, la santé numérisée, puis les robots chirurgiens autonomes, robots chirurgiens et d'accompagnement autonome, et enfin les implants intracérébraux ainsi que les problématiques éthiques qui se posent et qui sont afférentes. Alors la philosophie du droit européen. Quand on parle d'IA et de big data, enfin d'IA, on ne peut pas parler de dissocier ça de la problématique de la donnée, de la collecte de données. C'est bien pour ça que je voudrais vous présenter dans un premier temps la plateforme de données de santé EHDS, évoquer ensuite le RGPD pour la protection des données personnelles de santé. Je voudrais mentionner SOHO qui met à disposition, qui est un règlement mettant à disposition des stocks humains de sang, de tissus et de cellules, ce inclut les gamètes et les embryons à l'échelle de tous les États membres. Et enfin, mentionner le Biotech Act, règlement à venir en 2027 probablement. Alors, qu'est-ce que c'est que le HDS? C'est le règlement qui crée une plateforme centralisée et une infrastructure commune destinée aux États membres pour connecter et rendre interopérables les systèmes de gestion des données de santé et ainsi créer des dossiers médicaux électroniques accessibles dans tous les États membres. En usage primaire, c'est classique, c'est de l'imagerie médicale, les antécédents médicaux, la vaccination, les comptes rendus, etc., les laboratoires analyses, accessibles aux patients et aux professionnels de santé, mais aussi en transfrontalier. Et en usage secondaire, là pour le coup, on sera plutôt sur de la recherche scientifique et médicale, innovation, développement de médicaments, dispositifs médicaux, et on ira chercher là quelque chose qui est intéressant dans une logique de surveillance sanitaire ou épidémiologique et de sécurité des médicaments, des déterminants sociaux, des environnementaux, comportementaux de la santé, notamment le statut professionnel, le niveau d'études, le mode de vie, le bien-être et éventuellement même la couverture d'assurance. Les données génomiques seront tracées aussi, ainsi que les applications de bien-être, les données qui reviennent des applications de bien-être, ce que j'ai déjà mentionné. En termes de prédation, on a vu la Fédération européenne des assurances et réassurances regretter qu'il ne soit pas permis d'accéder à ce dossier médical généralisé. Donc leur lobbying a été très puissant au moment de la négociation de ce règlement. Et évidemment la crainte que ces informations servent à moduler le montant des cotisations en fonction de l'état de santé des personnes et des malades, risquant de payer davantage évidemment, se retrouve dans la possibilité de souscrire à certaines garanties. En matière de recherche médicale, le RGPD, donc le règlement sur la protection des données personnelles et la loi française sur la protection des données, n'exige pas le recueillement d'un consentement explicite et seul le consentement est obligatoire quand il s'agit d'essais cliniques impliquant une intervention sur la personne ou des recherches biomédicales avec participation active. Donc le consentement explicite n'est pas exigé d'une manière générale et on verra sur certaines données une possibilité de faire opposition à l'usage des données de manière déclarative. Le commissaire hongrois Olivier Varhelyi a annoncé en 2025 que l'IA et les systèmes de données de santé électronique vont servir pour suivre les modes de vie, la nutrition, favoriser les meilleurs choix des citoyens. Et il déplore que nous ne fassions pas comme en Suisse ou en Israël, où les laboratoires fournissent gratuitement leurs données aux organismes de santé publique afin d'accélérer la prévention et le développement technologique. Donc son règlement en cours d'évaluation, le Biotech Act, visera, lui, d'après ce qu'il nous a expliqué, à offrir aux patients une médecine prédictive grâce au potentiel des technologies et dépister les maladies infantiles. Le dépistage pour lui est essentiel et il voit une valeur ajoutée fondamentale à allouer des fonds pour ce dépistage répandu dans tous les États membres. Voici pour les règlements sur lesquels je voulais mettre l'accent, avec les problématiques juridiques et éthiques qui en découlent, que j'ai partiellement couvert. Qu'en est-il pour la santé
Alors, pour ce qui est du domaine de la recherche, la création de modélisation de molécules et de création de médicaments, l'IA permet d'identifier des molécules cibles et de prédire l'activité médicamenteuse d'une molécule, de la modéliser en 3D et de modéliser évidemment des protéines de synthèse. C'est un outil extraordinaire pour faciliter la découverte de médicaments. Il y a eu un fait marquant, c'est que, et vraiment un point pivot, il me semble, en matière de santé, c'est que le prix Nobel de 2024 a été attribué à un double lauréat informatique et chimie, avec David Baker de l'Université de Washington, qui a développé des outils informatiques qui permettent de concevoir des protéines inédites avec des formes et des fonctions spectaculaires. Demis Hassabis et John Jumper de DeepMind de Google, qui a créé AlphaFold 2, qui résout le problème de la prédiction de structure tridimensionnelle des protéines, qui permet donc de prédire 200 millions de protéines connues et de décrire 200 millions de protéines connues et de comprendre comment ces protéines se replient. Et donc à terme, les prochaines générations d'AlphaFold permettront une prédiction rapide des structures complexes, une anticipation des interactions entre protéines et une compréhension des mutations et de leurs effets sur la fonction biologique. De la même manière, en termes de tendances futures à 5 à 10 ans, on peut imaginer que ces technologies auront une influence majeure sur la génomique avec un séquençage complet du génome en quelques minutes pour interprétation par IA instantanée. En matière de protéomique, prédiction dynamique des structures. En thérapie génique, correction ciblée des mutations rares guidées par IA avec CRISPR-Cas9 que vous connaissez, et la biologie de synthèse, conception d'organismes en circuits biologiques artificiels pour la médecine et l'industrie. Donc vraiment une médecine personnalisée avec des profils dits omics, donc on prend en compte l'ensemble, la pluridisciplinarité de ces protéines et de ces gènes. Voilà. Alors pour ce qui est du jumeau numérique, qu'est-ce que c'est? Le Digital Twin, c'est une technologie en forte expansion à l'heure actuelle et à l'horizon 2035-2040, on envisage que la technologie génomique, l'imagerie, la collecte de données dans les dossiers numériques permettront d'établir une réplique virtuelle intégrant toutes les données de santé en vue d'une médecine ultra personnalisée pour une surveillance contenue via des capteurs avec des objets connectés médicaux comme les montres connectées qui sont les plus courants à l'heure actuelle, mais aussi des capteurs cardiaques et des implants médicaux. Et les données seront mises à jour en permanence afin d'anticiper avant même la survenue d'un cancer, d'un infarctus ou d'une maladie neurodégénérative. Alors, aujourd'hui, les données cliniques, les données physiologiques, biologiques et des modèles génétiques et comportementaux ne sont pas tous exploités en matière de médecine prédictive, mais c'est vraiment ce que propose la théorie du jumeau numérique qui va être mise en œuvre. Alors les enjeux éthiques et juridiques sur le jumeau numérique, la vie privée, le consentement, le biais, c'est-à-dire les discriminations, mais particulièrement, il me semble particulièrement intéressant à souligner la déresponsabilisation du soignant et du patient qui reposerait trop et accorderait trop de confiance aux modèles et à leurs résultats. Un autre élément important, le stress du patient, liées aux données qui émaneraient du jumeau numérique, en particulier leurs données génétiques et leur prédisposition à certaines maladies. Et enfin, évidemment, la question de la prédation du marché sur ces données-là. Alors, sur la base du jumeau numérique et des outils d'IA générative, comme ChatGPT par exemple, la révolution à venir est celle de l'agentique. Les agents sont aux prises au monde réel et peuvent gérer des processus, discuter entre eux et à terme passer des transactions financières pour les factures, les investissements hospitaliers, la maintenance, etc. Aujourd'hui, les infirmières IA, on en a déjà sur le marché, avec par exemple Rachel de Nvidia, qui sait suivre, maintenir un entretien post-appendicite et poser des questions spécifiques.
L'empathie d'ailleurs de ces IA est particulièrement flagrante. On sait avec de l'agentique aussi faire de la prise en charge, du triage, de la navigation dans les soins des patients, de la documentation, de l'orchestration des capacités hospitalières agentiques, le lit, le personnel, etc. Mais ce qu'il vient devant nous, c'est plus subtil que ça. Ce sont des systèmes de gestion, des systèmes et des hôpitaux et des réseaux de santé qui vont utiliser des agents hybrides physiques virtuels avec des robots et des assistants IA pour les soins à domicile ou les hôpitaux par exemple, des robots d'accompagnement et des robots chirurgicaux en lien avec le patient en direct dotés d'agents qui seront autonomes sur un certain nombre de fonctions et une capacité d'analyse en continu des données des tendances épidémiologiques. Donc sur l'agentique, on peut voir aussi on verra émerger aussi du coaching, par exemple, avec des agents IA, du gaming en réalité virtuelle pour l'enseignement des enseignants, des étudiants en médecine, des soins à distance automatisés et des IA collaboratives avec le personnel médical. Voilà ce qui vient en matière d'agentique. Alors, parmi les enjeux éthiques de l'agentique en santé, on peut craindre que l'aspect anthropomorphique de tous ces agents qui simulent de l'empathie, mais aussi des robots en forme réelle, ce qu'on appelle le form factor, qui sera très très proche de l'être humain par les androïdes dotés de capacités de toucher. Par exemple avec du gel, des hydrogels avec des capteurs qui permettent de simuler le toucher humain, on peut craindre des sentiments d'obsolescence. En santé, on sait que le combat moral et relationnel est crucial. On sait que le sensoriel, hormonal, cognitif, que tout agit sur la personne et que la machine ne parviendra pas à simuler le rapport à la vie et à la mort dont on fait l'expérience en tant qu'être humain. Donc, la mise en garde que nous fait aussi Joshua Bengio, qui est un professeur d'université canadien et qui est responsable de l'analyse des risques techniques auprès de l'Agence européenne de l'IA, c'est que les modèles d'IA sont bien loin d'atteindre l'intelligence humaine, mais on peut craindre que d'ici 5 ans, ils devraient être en capacité d'acquérir des capacités de planification et de raisonnement, voire même une notion du temps éventuellement. Qu'en est-il des robots autonomes? Dans 20 ans, la question ne sera plus quel médecin va m'opérer, mais plutôt à quel robot et quel algorithme vais-je confier ma vie. Donc un impact colossal en matière de chirurgie invisible, en matière de médecine préventive à l'extrême avant même la survenue des maladies. Et on peut dire d'ores et déjà que les médecins deviendront des chefs d'orchestre de machines ultra précises, capables de modifier l'humain avant même que la maladie ne frappe. Et quand ce futur surviendra, il ne s'agira plus de sauver des vies, mais de reconstruire l'humain. Donc on est un peu dans une logique en chirurgie utilisant des robots autonomes qui serait de l'ordre de l'augmentation. Les robots ont envahi les blocs opératoires. En France, il y a 20 ans, il n'y en avait que 4 en test, formés par les États-Unis. Aujourd'hui, il y en a 300 approximativement. Même si certaines opérations sont opérées à des milliers de kilomètres de distance, la chirurgie reste autonome, semi-autonome, pardon. Et donc, il dépend du chirurgien de prendre la décision, de prendre le contrôle du robot. Mais les progrès récents et l'intégration de l'IA et en particulier de l'agentique permettraient d'imaginer d'introduire vraiment des possibilités d'automatisation. Et les premières interventions autonomes ont déjà été réalisées d'ailleurs, posant ainsi la question de la place du chirurgien à l'avenir. Donc si la chirurgie est pleine d'imprévus, on le sait lors d'une opération, même avec la meilleure planification, on peut se poser la question de la place de l'expérience intuitive et accumulée et de l'adaptabilité du chirurgien par rapport à une situation donnée. Est-ce que ça, la machine saurait le remplacer? Alors enfin, il me semble important de souligner combien il convient d'être vigilant face aux interfaces cerveau-machine. Nous avons
qu'elle soit thérapeutique ou non d'ailleurs. Nous avons soumis un livre blanc à la Commission européenne il y a 2 mois avec plusieurs chercheurs en neurosciences, en neuroéthique, pour souligner la problématique de l'intégrité de l'identité de la personne avec l'immixtion de, de petits instruments médicaux, les implants intracérébraux dotés d'IA ou pas d'ailleurs. Et donc, ce qu'on a vu, c'est qu'avec l'accord de la FDA concernant Neuralink, leur essai sur N1, on a vu se présenter des gens normaux qui désiraient participer aux essais. Donc, on voit qu'il y a une nette appétence et que l'augmentation et le transhumanisme pointent leur nez à travers la neurotechnologie opère à l'intersection de la cognition biologique et des systèmes numériques, permettant la modélisation des circuits neuronaux impliqués dans la cognition et le comportement. Et donc, s'appuyant sur des techniques de neuroimagerie, entre autres, elle englobe des méthodes invasives et non invasives, et son développement se fait dans le cadre de la recherche, mais aussi dans l'industrie à des fins thérapeutiques ou non, commerciales ou non, d'amélioration cognitive ou d'augmentation de la personne. La question qui va se poser aujourd'hui dans les interfaces cerveau-machine pour le soin de patients tétraplégiques, par exemple, d'épilepsie, de TOC ou de syndrome de Parkinson, par diverses techniques expérimentales, eh bien, c'est qu'aujourd'hui vient devant nous des technologies plus sophistiquées encore, avec des implants intracérébraux hybrides, électroencéphalogramme, électromyographie par exemple, pour des mouvements plus fluides, ou bien électroencéphalogramme portable doté d'agents IA pour piloter des drones à distance via uniquement des systèmes cognitifs, ou encore des exosquelettes intelligents qui adaptent automatiquement les mouvements en fonction de l'intention cérébrale détectée. Donc applications militaires, civiles, industrielles et autres. Alors, ce qui est intéressant sur les implants intracérébraux, c'est de voir les enjeux éthiques majeurs. Les problématiques éthiques et juridiques posées par les implants intracérébraux sont liées au fait que les attentes sont très grandes. On cherche par exemple, on parle de communiquer par télépathie avec des implants quand on est loin. On parle de téléchargement de la conscience même si on en est loin. On parle de détecter qu'un patient est mort par la lecture de son cerveau avec une IA implantée. Voilà. Mais la crainte de l'IA implantée, c'est surtout, il me semble, de pouvoir lire à livre ouvert dans l'esprit des gens, ce qui est devenu possible par le machine learning et par les différentes techniques d'imagerie. Et on peut aujourd'hui, ça a déjà été réalisé en laboratoire, détecter ce à quoi la personne pense et ce à quoi elle rêve. Donc les notions de contrôle absolu, de modification de la prise de décision et de libre arbitre posent question. Et un autre élément qu'on a déjà observé, qui fait déjà l'objet d'études, c'est l'atrophie du cerveau. Si on ne fait pas fonctionner son cerveau, eh bien, il va s'atrophier. Le point sur lequel nous avons beaucoup insisté auprès de la Commission européenne, c'est le point des concepts d'éthique qu'il convient de manipuler. Le recours croissant aux neurotechnologies a renversé l'idée que les êtres humains étaient malléables et perfectibles grâce aux sciences et aux technologies appliquées, mais ça réduit, c'est une vision très réductionniste de l'expérience, la complexité de l'expérience humaine à une simple activité neuronale, en omettant dimensions sociales, culturelles et existentielle qui façonne l'identité personnelle. C'est pour ça que la notion de liberté cognitive, nous semble-t-il, est très intéressante à coupler avec la notion d'intégrité de l'identité qui, elle, vise à protéger, préserver et restaurer la continuité psychologique, c'est-à-dire l'esprit, et reconnaît l'identité incarnée des individus, c'est-à-dire le cerveau, par opposition à une identité fondée uniquement sur la continuité psychologique. Et elle adhère, ce concept d'identité, d'intégrité de l'identité, adhère également à l'idée que le corps représente un réceptacle essentiel pour comprendre notre état psychologique. Et on a travaillé aussi avec un professeur belge de philosophie qui s'appelle Marc Ougnadi à l'UC Louvain et qui déclare que lui, il faut établir une déclaration universelle des droits de l'esprit humain pour rendre compte de ce qu'est la personne dans son entièreté.
Donc on voit bien, les problèmes éthiques sont nombreux. Donc je voudrais juste conclure en disant que le grand changement apporté par l'IA en matière de santé, c'est le rapport au temps. Un temps accéléré, une vitesse exponentielle d'analyse des données et de mise sur le marché de médications et d'innovation qui a pris des proportions tout à fait inouïes. Or, l'IA, bien calibrée pour automatiser des processus et proposer des diagnostics, etc., ça, comme on l'a déjà vu amplement, ça permet aux soignants d'aller au cœur de son métier, c'est-à-dire l'humain, c'est-à-dire adapter avec une très grande précision des traitements de façon à bien répondre à la problématique psychologique, génétique et physiologique de chacun. L'IA constitue donc désormais un outil supplémentaire et le diagnostic doit rester hybride et validé par une personne humaine. Selon moi, pour moi, la proportion, c'est 1/3, 2/3. 1/3 machine, 2/3 humain. Le dialogue doit rester présent, la relation doit rester compassionnelle, le patient doit pouvoir sentir qu'il est aimé et regardé. Le seul moyen d'arriver à prendre la personne dans toutes ses dimensions pour ce qu'elle est et dans tout ce qu'elle revêt, c'est que la relation se situe entre deux personnes et jamais l'IA ne pourra remplacer cela malgré tous les anthropomorphismes que nous pourrons inventer. Si la génération de l'IA et des algorithmes ne s'accompagne pas d'une réflexion sur la nature de l'homme, eh bien la société risquera de sombrer dans des dérives dystopiques et transhumanistes. Je vous remercie.